L'équipage Dragon Crew 8 quitte la SSI et rentre à la maison. Nous avons un aperçu du site de Rocket Lab en Virginie. Starbase se prépare pour le vol numéro 6. Avancement sur le module Hab 1 de la station spatiale d'Axiom. Le premier étage du Blue Origin New Glenn en route vers son pas de lancement. Le ravitaillement de la station spatiale chinoise va être réalisé par des entreprises privées. Le site de lancement de Terran Air progresse. Lancement de la semaine. Je suis Christophe Paget d'Espace News et ceci est votre revue spatiale. La mission Crew 8 a finalement pris fin pour le cosmonaute de Roscosmos Alexander Grebenkin et les astronautes de la NASA Janet Epps, Michael Barrett et Matthew Dominic après 235 jours dans l'espace. Ils ont quitté la SSI et sont revenus sains et saufs sur Terre, près de la côte de Floride. Vous pourriez même aussi percevoir leur réentrée depuis les caméras de la Starbase. Cependant, l'un des membres de l'équipage est resté en observation à l'hôpital voisin pendant environ une journée, selon un porte-parole de la NASA. Sir Peter Beck et Aaron Kupers ont été interviewés sur la fusée Neutron et son nouveau système de lancement par Madison Rayde de Market with Madison. Cela nous a permis de faire une visite complète du site de lancement américain de Rocket Lab sur l'île de Wallops en Virginie. Donc, qu'avons-nous appris durant cette interview? Laissez-moi vous le résumer. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fusée Neutron? Il s'agit d'un lanceur de taille moyenne mesurant 42,8 mètres de haut, doté d'un premier étage et d'un carénage entièrement réutilisable. Il dispose de 9 moteurs Archimède d'une poussée de 730 kN chacun, fonctionnant au méthane et à l'oxygène liquide. Il dispose d'un deuxième étage non réutilisable stocké dans le carénage qui déploie ensuite la charge utile sur l'orbite requise. Il peut transporter une charge utile de 13 tonnes en orbite terrestre basse, ce qui est comparable à une Ariane 6 avec 2 propulseurs latéraux ou même une Falcon 9. Peter a souligné que sa fusée Neutron était attendue d'ici la mi-2025, avec plus de 6 mois de retard par rapport au plan initial. Qu'ont-ils accompli jusqu'à présent? Ils ont conçu et sont en train de tester leur moteur Archimède en ce moment même. Ils sont en pleine construction de la rampe de lancement LC3 sur l'île de Wallops. Ils prévoient que le lancement coûtera 55 millions de dollars américains contre 67 millions de dollars pour une Falcon 9. Peter a essentiellement admis avoir une marge de 50% par lancement et s'attend à dépenser jusqu'à 350 millions de dollars pour le développement de Neutron, ce qui lui permettra d'atteindre le seuil de rentabilité après seulement 13 lancements de Neutron, une activité assez lucrative. Sur le site de l'île de Wallops, Rocket Lab nous montrait maintenant l'usine d'intégration d'Electron, assemblant la fusée Electron complète et la charge utile avant de se rendre au pas de lancement LC2. Ils ont continué à montrer la toute nouvelle installation d'assemblage, d'intégration et de contrôle de Neutron pour assembler le Neutron et le tester avant de se rendre au complexe de lancement de la plateforme 3 ou LC3. Donc le LC3 était encore en construction avec déjà visible une série de réservoirs d'oxygène et de méthane liquide, ainsi qu'un grand château d'eau pour le système déluge. Les fondations en béton étaient encore en construction. Une courte revue sur Starbase maintenant. Sur le site de lancement, le premier étage numéro 13 a effectué un test cryogénique sur ses réservoirs, ainsi qu'un essai moteur statique sur ses 33 moteurs Raptor, en préparation pour l'essai en vol du vaisseau spatial numéro 6. Il a ensuite été renvoyé sur le site de production. D'ailleurs, sur le site de production, le Starship numéro 33 a vu un peu plus de soleil et a été transporté au site de Massey, où il a subi 2 essais cryogéniques de ses réservoirs. De nombreux changements ont été apportés au design du Starship version 2, notamment sur les volets avant ou autour de la porte de charge utile et bien d'autres encore. Une section du premier étage numéro 16 a été transportée vers l'une des mégabaies pour démarrer son assemblage.
Et SpaceX continue de remplacer les tuiles de protection thermique du Starship numéro 31. Pendant qu'Axiom était en Italie pour la conférence IAC 2024, ils sont allés visiter leur module de station spatiale Hub-1 fabriqué par Thales Alenia. C'est un module assez spacieux avec 6 ports d'amarrage. Voici à quoi devrait ressembler le module une fois terminé. C'est la pièce maîtresse d'un projet plus vaste, comme vous pouvez le voir sur votre écran, avec plusieurs modules qui s'ajoutent au fil du temps. Il s'agit de l'une des nombreuses stations spatiales privées sur lesquelles s'appuient la NASA et d'autres agences spatiales du monde entier après la mise à la retraite de la SSI dans les années 2030. Le mois prochain devrait être le mois où Blue Origin enverra sa plus grosse fusée pour son voyage inaugural dans l'espace lointain. La fusée New Glenn a 2 étages, de 98 mètres de haut et 7 mètres de diamètre, et est en cours d'assemblage sur le site de Blue Origin en Floride pour permettre d'envoyer des charges utiles jusqu'à 45 tonnes en orbite terrestre basse et de rendre son premier étage entièrement réutilisable, atterrissant sur site ou sur une plateforme flottante appelée Jacqueline, comme déjà évoqué dans un épisode précédent. Blue Origin n'a pas montré beaucoup de préparation matérielle pour le vol inaugural au cours des derniers mois. Cependant, ces derniers jours, Blue Origin a indiqué avoir installé ses 7 moteurs BE4 sur son premier étage, comme le montrent ses photos, et que son premier étage était désormais en route vers la plateforme de lancement à 37 km de là. Je vous tiendrai bien sûr au courant des prochains événements dans les semaines à venir, alors que New Glenn se rapproche de son lancement depuis Cape Canaveral, attendu fin novembre ou peut-être début décembre de cette année. On ne sait jamais dans le domaine des fusées. D'ailleurs, Blue Origin a eu un de leurs bâtiments complètement rasé par le dernier ouragan Milton sur son site en Floride, il y a 2 à 3 semaines de ça, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Nous avons vu la NASA démocratiser l'industrie spatiale en s'appuyant sur le secteur privé pour soutenir ses missions, et nous observons cette tendance en Europe avec tous ces lanceurs européens comme RFA, Orbex, PLD Space, ESA Aerospace, High Impulse, Hyperspace et bien d'autres. C'est désormais autour de la Chine, qui utilise habituellement la Compagnie des sciences et technologies aérospatiales de Chine, ou CASC, pour lancer toutes ses missions gouvernementales, militaires ou même vers la station spatiale. Cette semaine, l'administration chinoise de l'espace habité, ou CMSA, a attribué un contrat à 2 sociétés semi-privées pour réapprovisionner sa station spatiale. Il s'agit là d'un changement radical par rapport à la tradition, qui signifie que le secteur spatial privé chinois est sur le point de croître encore davantage. La première entreprise est CAS Space, qui utilisera la fusée Kinetica 2, capable d'envoyer vers la station spatiale jusqu'à 12 tonnes de charge utile. Il s'agit d'une fusée à 2 étages de 53 mètres de haut et 3,35 mètres de diamètre, avec un premier étage et des carénages réutilisables, et se propulser au kérosène et à l'oxygène liquide, similaire à celle du Falcon 9. Le vol inaugural de la fusée est prévu pour 2025. Le module qui sera utilisé pour l'amarrage à la station spatiale s'appelle Kingzhou, que vous voyez sur votre écran. La deuxième entreprise engagée pour réapprovisionner la station est Avic, avec son vaisseau spatial Hailong, comme on le voit sur la photo, utilisant son expertise dans les véhicules sans pilote. Relativity Space, comme vous le savez peut-être, a travaillé sur sa dernière fusée Terran Air, une version plus grande que sa Terran 1. La force de Relativity Space réside dans l'impression 3D de la plupart de ses composants de fusée. Aujourd'hui, grâce à nos collègues de NASA Space Flight, nous avons pu constater des progrès à Cape Canaveral dans la fabrication du site de lancement de Terran Air. Des réservoirs ont été ajoutés et les fondations de la tranchée anti-flamme sont en cours. Alors continuez à regarder cette chaîne pour en savoir plus et abonnez-vous également pour ne pas manquer ces revues spatiales. Merci pour votre soutien d'ailleurs. Et j'essaie d'atteindre 1000 abonnés d'ici Noël et votre soutien serait grandement apprécié. Donc partagez-le à vos amis autour de vous. Merci encore de votre soutien. On continue maintenant avec la semaine de fusée.
Donc cette semaine a commencé avec le lancement par SpaceX d'une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Starlink Group 10-8 le 26 octobre. Le premier étage a volé pour la 19e fois et a atterri sur un drone ship. Le 29 octobre, CASC a lancé une longue marche 2FG depuis la Chine pour sa mission Shenzhou 19, essentiellement une capsule avec équipage contenant 3 taïkonautes en route pour la station spatiale chinoise Tiangong. Le 30 octobre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 9-9 et le premier étage a volé pour sa 14e fois et a atterri sur un drone ship. Le même jour, SpaceX a lancé une autre Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 10-13. Le premier étage a volé pour la 14e fois et a atterri sur un drone ship. Et le dernier lancement de cette semaine a été réalisé par les forces spatiales russes avec une Soyouz 2.1B pour sa mission Cosmos 2579 le 31 octobre. En résumé, du 1er janvier au 31 octobre 2024, 202 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 125 provenaient d'une entreprise ou d'une institution américaine, 51 de Chine et 12 de Russie. Je vous laisse cette semaine avec une image très impressionnante du télescope spatial James Webb, d'un jeune amas d'étoiles appelé NGC 602 à la périphérie du petit nuage de Magellan, une galaxie satellite située à environ 200 000 années-lumière de la Terre. Vous regardez une zone abritant les premières jeunes naines brunes en dehors de notre Voie lactée. Les naines brunes sont les cousines les plus massives des planètes gazeuses géantes, allant généralement de 13 à 75 fois la masse de Jupiter. Elles flottent librement, ce qui signifie qu'elles ne sont pas liées gravitationnellement à une étoile comme le sont les exoplanètes. Jusqu'à présent, environ 3000 naines brunes ont été découvertes, mais elles vivent toutes à l'intérieur de notre propre galaxie. Cela permet de percer les secrets de la formation des étoiles et des planètes dans les conditions difficiles du début de l'univers. Je suis Christophe Faget pour Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.